Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, surtout destinés à améliorer votre santé, mais aussi une application SP Training, ainsi que des livres, des formations et du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Michael Poetos, premier skieur colombien aux Jeux Olympiques. Comment se passe l'entraînement quand on n'est pas dans le top mondial? Comment fonctionnent les différentes teams ou encore à quoi ressemble la préparation physique sont des sujets que nous avons abordés aujourd'hui. J'espère donc que vous passerez un aussi bon moment que moi. Bonne écoute. Salut Micha, t'as la forme ou quoi? Nickel, et toi? Bah ça va, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Chez moi, ma salle à Argonef, P-Gym, un peu une petite salle qui entraîne sportif et moins sportif. Ouais, c'est plus une salle un peu préparation physique, j'ai l'impression. Ouais. On essaye de préparation physique et surtout de voir le contexte dans lequel les personnes évoluent avant toute chose, quoi. Donc aujourd'hui on est là un peu pour découvrir les coulisses, on va dire, du ski alpin. Donc moi j'y connais pas grand chose, hein. J'étais en tant que Parisien de souche, Touriste. Je skie les pistes bleues avec un peu d'entraînement, on va dire. Toi t'as été le premier skieur colombien à faire les Jeux Olympiques. Si j'ai pas de conneries, t'as fait les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ouais. En 2016. Comment c'était? Nickel. Toi t'as fait... J'ai tout recherché, bien sûr. Ouais. Comment c'était cette expérience des Jeux Olympiques de la jeunesse? 2016, c'était bien. Après, j'étais jeune et puis gros manque d'expérience en fait. Et est-ce qu'il y avait un village Jeux Olympiques de jeunesse? Est-ce qu'il y a un village olympique aussi avec tous les athlètes? C'est vraiment, c'est copier-coller d'un vrai Jeux Olympiques. T'as tous les athlètes, tous les coachs dans le village. T'as un petit village des marques. T'as un hall pour le diner hall. C'est là où les athlètes mangent avec les activités des marques. C'est vraiment copier-coller, mais en moins professionnel, on va dire. Souvent, on voit, moi ça me fait un peu flipper quand je vois les images de ce qu'on bouffe aux Jeux Olympiques. Tu sais, on voit des fois les athlètes qui mettent, et il y a vraiment de tout, des trucs vraiment un peu dégueulasses. Est-ce que c'était comme ça aussi pour les jeunes? Je sais pas si je dois parler de ça ou je vais mettre le monde du ski et des Jeux Olympiques à dos. La vérité, c'est que... Est-ce que tu peux manger n'importe quoi si tu veux? En fait, t'as un buffet énorme. C'est, tu prends un gymnase, un stade de hand, et t'as un buffet à 360 degrés, et ça peut aller du haricot vert poulet au burger, pizza, McDo, KFC gratuit, et les fameux frigos Coca-Cola où toutes les boissons sont gratos, quoi. Ok, ouais, donc on voit, il y a vraiment de tout. C'est pas... En fait, ouais, et puis du coup, ça sélectionne direct, on va dire, je vais pas citer, mais les nations pro et la nation moins pro. Parce que tu vois que ceux qui dominent mangent vraiment clean. Ouais, et puis t'as souvent des coachs qui arrivent avant, qui repèrent, ok, bam bam, ils essayent, tu sais, de calculer les temps de trajet entre les pioles et le diner hall, ok, on va les manger à telle heure, tu vois, il y a une vraie planif de l'organisation, et puis t'as les nations moins pro, qui repèrent pas les repas, qui repèrent rien, et qui arrivent, et ça envoie la soudure sur des repas moins simples. Comment ça s'est passé pour toi, ces Jeux Olympiques de jeunesse? Est-ce que tu as réussi à performer comme tu voulais? Non, après moi c'était une découverte. En vrai, j'arrivais comme ça, j'avais mon coach et mon père, parce que mon père était délégué FIS, donc il travaillait pour Fédération internationale de ski. Et en fait, gros manque d'expérience. En fait, c'est vrai, les gamins qui performent, ils ont vraiment des structures autour d'eux, des jeunes. Sinon, c'est compliqué, tu vois, t'as pas de technicien, t'as pas un entraîneur, ouais, qui lit la piste, qui te dit, voilà. Tout ça, donc t'arrives un peu à poil, on va dire, comparé aux autres nations. C'est surtout ça la différence. Par la suite, t'as fait les vrais Jeux Olympiques, on va dire, les seniors 2 ans après. Ouais. Ce coup-ci, c'était comment? Est-ce que l'expérience justement des JOJ, t'avais fait acquérir un peu d'expérience, t'avais moins de stress, t'étais mieux préparé? Ouais. Et puis du coup, tu fais un petit bilan forcément. Donc ok, qu'est-ce qu'il y a besoin? Physiquement, il y a besoin. Sur le staff, il y a besoin. Sur l'équipement, il y a besoin.
Sur la diète, il y a peut-être besoin aussi. Ça te permet, après, c'est pas mauvais de rater, mais ça te permet de voir un peu où sont les faiblesses, je pense pour n'importe quel sportif. Et du coup, j'ai mis en place la prépa physique. Au début avec Jérôme Géroudet. Ok. Avant, c'était prépa physique, musculation, et maintenant, elle fait du crossfit à Cluse. Donc, j'ai mis ça en place avec elle. J'avais mis la prep mentale en place. Du coup, un petit suivi sur la diète avec Géraud. Et du coup, t'arrives forcément plus en confiance. Et ton staff, t'avais un plus gros staff ou t'avais encore juste ton père et ton entraîneur de ski? Non, du coup, j'avais les entraîneurs, ma structure, et tout se passait mieux. Mon père m'a suivi encore, mais était moins présent, et j'étais qu'avec la partie coach. Et au niveau de l'organisation, donc à Pyeongchang, c'est comme ça que ça se prononce? C'est ça. C'était vraiment, comme tu disais, les Jeux Olympiques de jeunesse, mais en plus gros, quoi. Ouais, c'est totalement ça. Après, les repas, c'est la même chose. Tu retrouves toujours ce buffet. Petit truc étonnant, il y avait un McDo libre-service dans le village olympique. Donc, moi, j'y suis allé à la fin des Jeux. À la fin des Jeux, généralement, il y a une soirée. Bien sûr. Donc bon, t'es obligé un peu d'aller décompresser. T'y vas. Mais c'est exactement la même chose avec plus de nations, plus d'athlètes. Et est-ce que quand t'es aux Jeux Olympiques adultes, t'as des idoles que toi tu avais en ski, que tu rencontres et ça te met un peu la pression ou ça va? Non, ça va. Après c'est là-dedans, faut pas tomber. Faut pas être spectateur parce que t'es quand même acteur durant la compétition. Donc si tu te retrouves à te regarder les premiers mondiaux comme ça, t'oublies un peu ce que tu dois faire et là c'est sûr tu prends une pine à la fin. Normalement tu prends déjà t'es pas à leur niveau. Donc tu dois essayer de te battre avec ce que t'as, mais si en plus tu deviens spectateur, là tu te fais allumer. Et là ça s'est passé comment pour toi? T'as réussi à t'exprimer comme tu voulais ou pas? Le géant, je suis sorti. Premièrement, c'était la première course géant. Première manche, j'étais hyper tendu de ce que je me rappelle et j'ai fait une mauvaise manche. Deuxième manche, j'ai fait une meilleure manche, mais short à la fin, donc pas de classement. Et le slalom, finalement, après, il devient un peu dur. T'as pas de course en bas, faut essayer de la mettre en bas pour dire d'être arrivé au jeu. Je crois que je finis 37e. Ça reste une course correcte, mais c'est pas l'exploit du siècle. C'est quoi la différence entre le slalom et le géant? Le géant, c'est de la courbe un peu plus longue, 20 mètres, 21 mètres. Donc tu vas beaucoup plus vite alors. Tu vas beaucoup plus vite, 60, 80 km/h. Et le slalom, des virages beaucoup plus courts, entre 7 et 12 mètres. Et c'est beaucoup plus réactif. On va dire, avant, beaucoup les petits gabarits réussissaient en slalom. Et là, maintenant, on voit de plus en plus de grands. Et en géant, tu vois, on voyait un peu plus des grands. Les mecs qui allaient chercher loin avec les Donc grands. toi, t'étais plus au slalom alors? Avant, j'étais plus au slalom, ouais. Et c'est resté comme ça tout au long de ta carrière? Et après, c'est passé en géant. Ah, t'es passé en géant, t'étais meilleur géant après? J'étais meilleur en géant. Meilleur en géant, ouais. Quand tu finis donc tes premiers vrais Jeux Olympiques, de ce que j'ai pu lire, t'avais l'ambition vraiment d'y aller à fond, de performer à fond, de monter au meilleur niveau mondial. Qu'est-ce que t'as mis en place de plus après ces premiers Jeux? Parce que là, tu nous as parlé de Jérôme, ouais. La prépa mentale aussi, donc t'as fait la diète avec Jérôme. J'ai cru voir, tout à l'heure tu parlais d'un staff, tout ça, j'ai cru voir que t'avais rejoint une équipe, mais j'ai plus en quelle année. Orsatus. Ouais, j'ai rejoint du coup une team avec qui j'étais déjà. Alors comment ça marche ces histoires de team? Et en fait, c'est une grosse team, il y a 15 coachs. Ok. Du coup, on va dire il y a 50 athlètes. On va dire t'as tant d'athlètes pour un coach ou deux référents. Donc ils divisent en groupes. Un truc élite, juste le groupe en dessous d'élite. Après il y a les nanas, tu vois, ils décomposent en plusieurs groupes. Et du coup, tu te retrouves avec 2 coachs référents qui normalement te suivent tout au long de l'année. Ok. Et ça, du coup, et ça, c'est toi qui payes? Ça, ouais. Donc soit c'est fonds perso, soit après t'as des sponsors et le pays qui t'aide. Ok. Combien ça coûte de rejoindre une team? En prix de base, c'est 17 000. L'année. Ah ouais, donc c'est 1500 par mois, quoi. Ouais. Bon. Et après, sans les déplacements compris. Sans les hôtels, sans les vols. Juste pour avoir les 2 coachs et être en groupe. Ouais. Et quand t'es dans la team, il y a quand même des installations? Bah ça, c'est venu un petit peu sur le tard, tu vois. Ok. Mais au début, t'as juste accès au coach, au début, ouais. Coach et le groupe, quoi. Ouais. Au début, des fois, je me suis retrouvé... j'ai fait plusieurs teams.
Et j'ai fait hors status. Donc t'avais les coachs, prépa mentale qui était mis en place. La prep, c'était de la prep, mais c'était encore le début de la préparation physique. On était 2015, 2016, 2017. Tu vois, c'était pas encore très démocratisé. Et après, j'ai quitté. Je suis allé avec la fédération d'Andorre. Un partenariat Colombie-Andorre. Ok. Et là, t'arrives dans une fédé, donc c'est plus pro, mais tu vois, il y avait pas de prep. Ok. Et tu vois, moi, je faisais ma prépa à part avec Jérôme toujours. Et genre, franchement, dans ces âges-là, je marchais bien. Et physiquement, j'aurais eu plus de talent avec le physique. J'aurais éclaté, tu vois. Mais parce que les mecs, tout le monde est zéro en prep. Ouais. Il faisait rien, quoi. Il faisait rien, tu vois. On parlait. Alors, moi, j'avais déjà attaqué un peu l'haltérophilie et tout. Mais je m'en souviens, un stage en Suède, les mecs, ils faisaient, je sais pas, gainage. Gainage planche. Gainage planche. Le fameux gainage planche, moi, j'en fais jamais. Ça, c'est vraiment t'en fais au début pour les débutants. Pour les débutants, mais après, tu vois, quel intérêt pour un mec, on dit un mec qui est dans le top 10 mondial de faire du gainage planche. Ah ouais, donc t'étais avec des mecs top 10 mondial qui faisaient ça, alors. Ouais, non, des mecs, il y avait la Coupe d'Europe, gainage planche. Du gainage oblique aussi, un petit gainage oblique. Tu vois, le poulet rôti. Poulet rôti. Tu vois, dans mon team hors status, on commençait la prépa. Là, en stage d'été, on skiait le matin, on faisait la prépa physique l'après-midi. Gainage, le poulet rôti. Et après une marche. Ou après un circuit training. Et tu vois, moi, je poussais quand même de la fonte. Mais du coup, sur les marches, j'étais éclaté. Tu vois, les marches, elles duraient 1h30 et tout. Et dans ma tête, je partais tellement en mode, pourquoi on fait ça? Tu sais, genre, on est skieur, on devrait aller travailler l'explosivité, la coordination, force vitesse, des trucs avec de la contrainte, mais on marchait 1h30 dans la montagne. Et du coup, ça t'éclatait. Toi, le lendemain, j'avais plus de jambes. Bah oui, parce que t'étais pas habitué. Et parce que, en plus, il y a un truc c'est plus poussé. Mais tu sais, les mecs fibres blanches, fibres rouges. Voilà, les fibres rapides, fibres lentes, tout ça. Toi, t'arrives. Moi, j'étais plutôt quelqu'un de très explosif. Je peux donner beaucoup sur un court moment. Ils me mettent un effort d'1h30 dans la gueule. Combien de temps ça dure d'ailleurs un slalom ou un géant? C'est 1 minute 30, quelque chose comme ça? Un géant, 1 minute 30. Un slalom, c'est 50 secondes. Ah ouais, donc c'est hyper court, ouais. Et tu vois, genre, c'est des efforts qui m'allaient très bien. Mais les mecs, ils me faisaient faire de la marche tout l'après-midi. Et du coup, après, forcément, le stage, tu après, un peu cette fatigue. Ouais, après, t'es crevé. Et ça, dans ma tête, j'étais pour, enfin. Et est-ce que ça s'est professionnalisé quand même de ce que t'as pu voir au fur et à mesure des années? Non. Tu vois, parce que là, tu parlais d'hors statut, après t'as été à Andorre. Est-ce que après t'as encore changé de team et c'était plus on va dire, le problème, enfin, moi, je trouve, dans le ski, après, je sais pas pour la Fédé française comment ça marche. Je parle pas pour eux, mais dans les teams que j'ai pu faire, la prépa physique, c'est un entraîneur de ski qui l'a fait. Ok, ouais, c'est encore archaïque, ils ont pas encore laissé la place. Il y a même pas de prise de poids, il y a pas de mensuration, il y a pas un programme. Comment c'est que tu progresses alors? En physique? Ouais. Tu sais pas. Ah, tu sais pas. Tu sais pas, c'est... ils appellent ça, faut arriver... Ah, il est affûté, lui. Tu sais, genre abdos saillants, cuisses saillantes, il est affûté. mais tu vois, et moi j'ai jamais... Non mais... T'as jamais été affûté, toi, alors? Moi, j'ai jamais été affûté. et tu vois, j'ai fait des squats à 202. J'avais des bench, je pouvais faire des séries à 105. Je pense, physiquement, j'ai été... Oui, t'étais solide, on voyait que t'étais solide, bien sûr. J'étais pas sec, j'ai jamais été en dessous de 14 de masse grasse. 15, 16, 17. Mais pour moi, j'étais en forme. Tu vois, en cardio, je pouvais aller fort aussi. Sur des efforts fractionnés, je pouvais aller fort aussi. Mais au ski, on m'a jamais dit, toi, t'es bon. Physiquement, t'es pas bon. Ok. Parce que, tu vois, j'étais un peu un taux de masse grasse élevé. Ok. Alors qu'on sait, pour l'aparté, que chaque personne va avoir un taux de gras un peu idéal, et que souvent, l'erreur, justement, c'est de vouloir être trop sec. Ouais. En fait, t'es trop sec et t'as plus de jus, et tu dis, c'est sûr que t'es beau. Mais bon, le but, c'est pas d'être beau, le but, c'est d'être performant. Et tu vois, le truc con, c'est, on part en Suède, on s'entraîne 4 heures à moins 30 degrés. Celui qui a pas de gras, il est sec. À la fin de l'entraînement, il est sec. Et est-ce que quand c'est comme ça, je dérive après on va dans là-dessus, mais est-ce que ça dure 4 heures à moins 30, est-ce que vous mangez des trucs pendant la séance? Ouais. Tu bois des glucides quand même, des trucs comme ça? Bah, moi, après,
Du coup, j'ai eu plusieurs coachs physiques. J'ai eu Jérôme. Après, j'ai eu un Nathan Voisin, un autre préparateur physique, et j'ai eu Mariano. Et là, lui, il a été un peu plus pro dans ce qu'on a instauré. Donc, tu vois, dans les gourdes, je pouvais mettre électrolyte ou du sel rose. Ok, ouais. Donc, tu vois, pour hydrater. Après, on avait vu qu'il y avait 2-3 trucs que je mangeais qui étaient pas le top. Du coup, on avait instauré d'autres choses. Comme quoi, à manger. tu peux donner des exemples? Tu vois, genre, si moi je déjeune des œufs, du bacon ou des trucs comme ça au petit-déj, je suis mort. Ok. Là, truc gras, tu sens que direct ça t'endort, ça quoi. me nique. Tu vois, je suis mieux à m'entraîner à jeun. Ok. J'y vais à jeun. C'est un peu nerveusement, je suis... T'as déjà fait les tests, ça te parle ou pas, les tests où tu peux tester un peu ton ADN, ton génome? Non. Ça te parle pas? Eh ben, je te montrerai, maintenant tu peux voir un peu justement, et ça te dit en fonction des gènes qui s'expriment, de ce que t'as, okay. T'as des allèles un peu différentes, et donc tu peux savoir si tu réagis mieux aux glucides, mieux aux lipides, okay. Et je te montrerai. Et donc, tu vois, ça c'est des trucs, c'est pas très cher. Quand t'es athlète de haut niveau, ça coûte 300 balles. Et donc, tu sais, entre guillemets, comment tu vas réagir. Ça te permet d'anticiper, même si l'expérience, comme tu le dis, t'a permis de te dire. Ouais, après, tu le vois un petit peu, mais moi, j'ai toujours été, même maintenant, je pars au vélo, je pars à jeun. Je mange en cours de route, mais je pars à jeun. Plutôt salé, tu vois. Okay. Sur les pistes de ski, j'essayais de manger, j'adore les noix de cajou. Donc je prenais noix de Qui n'aime pas les noix de cajou? Mais après, tu vois, c'est rare les athlètes qui ont une vraie routine. Ok, de ce que t'as vu en tout cas, ouais, c'est ce que pas. J'ai vu, c'est assez rare. C'est assez amateur. Tu vois, quand tu fais le truc à 100%, donc t'es en dehors du top mondial, mais tu veux y rentrer. Donc tu mets la même chose en place que le top 30 mondial, bah tu passes pour un fou. Tu vois, le mec il se pignole. Ça a toujours été ça, tu vois, genre. Parce que les gens, ils pensent que tu mets trop en place pour le niveau où t'es. Bien sûr. Alors que c'est justement, c'est de mettre ça en place qui fait que tu vas avoir ce niveau. Et tu vois, genre, au début, ça touche parce que tu te dis, putain, je suis décalé, en fait. Je suis peut-être un barjot, je suis peut-être un fou. Finalement, pour aller prendre 8 perles par manche par les premiers mondiaux, tu vois, je suis peut-être un fou. Après, tu grandis et tu sais qu'il faut faire comme ça. Sinon, Philippe Lucas, il disait, tu peux t'entraîner, t'es pas sûr de réussir, si tu t'entraînes pas, tu vas pas réussir. Ah ouais, c'est sûr, non mais c'est sûr. Et c'est un peu ça. Mais quand tu sors un peu du moule, t'es sûr que tu vas prendre cher. Et dans le haut niveau, t'es sûr. Mais tu disais, quand t'étais aux Jeux Olympiques de la jeunesse, ou même aux autres Jeux Olympiques, tu voyais les nations qui dominaient, qui étaient vraiment très très pro, qui agissaient comme toi, voire encore plus pro. Ah, les mecs, c'est Autriche, Norvège. États-Unis, ils ont leur façon d'être pro. C'est un peu cool, mais en même temps, c'est pro derrière. On voit pas ce qu'ils font. Mais l'Autriche, c'est vraiment poussé loin. Ils ont la prépa physique, ils ont des coachs pour tout. Tu vois, il y avait un skieur, Marcel Hirscher, ils étaient 12 autour de lui. T'as un mec qui a la gourde, il y a un mec qui a la gourde, il y a un mec qui a les skis, il y a un mec qui lui porte son sac, il y a un autre mec qui va s'occuper de sa bouffe. Tu vois, il a vraiment toute une équipe, quoi. Toute une équipe, et il y a pas un seul truc qui est laissé au hasard. Toi, c'est vraiment des choses, il y a des choses vraiment spécifiques. On a le ski, t'as la semelle et t'as l'écart. Et ben, tu vois, il va avoir plusieurs techniciens pour les différents. En fonction de la neige, du parcours, de la besoin, tu vois. Mais après, c'est des budgets. Est-ce que toi, justement, le fait d'avoir été avec ton pays, la Colombie, est-ce que c'est pas un truc qui t'a limité aussi là-dessus, pour avoir un plus gros staff? C'est plus compliqué parce que du coup, moi, j'avais pas de budget de la part de la Colombie. J'avais une bourse olympique. Donc par le comité olympique international. Et ça, c'est combien ça, la bourse olympique? Et c'était $800 par mois, je crois. Ah ouais, donc c'est rien. Donc tu vois, c'est pas grand chose. Après, j'avais mon père qui trouvait bien des sponsors. Donc c'est ton père qui gérait la partie sponsor? Ouais, la partie sponsor. Et comment ça marchait cette partie sponsor alors? Donc on avait monté une assoce. Et en gros, quand une entreprise ou un parti qui lui donne, il peut défiscaliser. Et il arrivait à trouver facilement? Facilement, non, mais on trouvait. Ok, et donc en échange, ils avaient quoi? Ils avaient un peu de visibilité, un logo sur le maillot, où tu en parlais un peu sur les réseaux. Sur les réseaux. Tu vois, quand il y avait une interview, tu mets le logo, tu fais ce que tu peux en fait. Ok. Et mais tu vois, une saison, ça peut aller moi, je pense que j'ai déjà fait une saison vers 80-100 000 euros. Ok, et ces saisons à 80-100 000 euros, ça veut dire entraîneur que tu payes? Donc prépa physique, prépa mentale, les voyages en Argentine l'été.
pour aller chercher la neige en hémisphère sud. C'est-à-dire que tu skis toute l'année, il y a pas de pause. Toute l'année. Une année, j'ai fait 85 jours de ski l'été. Ok. Et les autres skieurs, c'est pareil, quand les meilleurs mondiaux, c'est pareil, ils s'arrêtent jamais? Non, ça dépend les skieurs. Il y en a qui s'arrêtent. Il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui reprennent tôt. Ça dépend, ça vraiment chaque personne fait comme il veut. Mais moi l'année où j'ai le mieux marché, je me suis pas arrêté. Ça m'étonne pas trop. J'ai skié 85 jours l'été, j'ai skié après toute la reprise en France. Après je suis parti en Argentine et je sais plus, j'étais dossard 30 et quelques, j'arrive 4 les 2 jours. Et j'étais avec mon préparateur physique Nathan Voisin, il était venu tout l'été, tous les matins chez moi. Donc lui, il faut le payer aussi, quoi. Lui, il faut le payer aussi. Donc la route qu'il fait, plus les 4 heures. Est-ce que, parce que tu vois, je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent qui sont genre coach ou qui débutent, qui sont pas vraiment encore dans le milieu. Et donc, tu vois, ils se disent, bah, peut-être qu'en prépa physique, t'es super bien payé, tout ça. Moi, j'ai souvent l'impression, du moins c'est peut-être moi, hein, mais tu fais un petit geste commercial pour que ce soit moins cher pour l'athlète parce que ça t'intéresse beaucoup, quoi. Ouais. Et donc tu vis pas vraiment du truc. Est-ce que c'était un peu comme ça aussi avec Nathan? Moi, tu trouves des arrangements, le gars, quoi. c'est aussi Sa pub, quoi. Sa pub. Donc le gars, si il peut pas t'avoir, tu sais, c'est combien ça coûte, combien tu perds, combien tu gagnes, il y a quand même des trucs à voir. Donc le gars, il gagne pas forcément sa vie avec toi. Un préparateur physique, à part Antonio Pintus au Real Madrid, les autres, moi j'en ai pas côtoyé qui roulent en féfé. Hein. ça c'est clair. Après, c'est des plus, ça peut ouvrir des portes d'entraîner des sportifs. Ça peut apprendre aussi. Je crois que il faisait ça en même temps. Nathan faisait sa thèse pour Staps. Ok. Donc tu vois, ça a pu l'aider et peut-être lui ouvrir une porte derrière. Bien sûr, monsieur. Aussi. Mais à 80 ou 100 000 euros, donc c'est vrai que t'as vraiment énormément de sponsors qui donnent de l'argent, là. Ou quelques gros. Ah, t'avais quelques gros? J'avais quelques gros, ouais. Mon père avait réussi à trouver quelques gros, ouais. Ok, ouais, parce que j'allais dire, putain, 80 ou 100 000, faut allonger, quoi. Ah bah, c'est des... Avant le Covid, les entreprises pouvaient quand même plus allonger que maintenant. Parce que là, je m'occupe des sponsors pour quelques sportifs de la Salouché. Je fais la partie logistique là-dessus. Et c'est plus dur. Tu vois, les entreprises sont beaucoup plus regardants à ce qu'ils vont dépenser ou pas. Ok. Alors qu'avant, ils pouvaient aller claquer 20 000, 10 000. À cause, tu crois, de ce qu'il y a eu le Covid et puis des réseaux sociaux, où maintenant il faut vraiment être très dessus? Ouais. Ou faut être une athlète qui a déjà 10K. Ok. En dessous de 10 000 abonnés, tu crois que c'est mort? C'est compliqué. Ou faut savoir vendre l'athlète, ou avoir un palmarès. Ok. Avoir un palmarès. Si t'arrives comme ça, fleur au fusil... Ils ont du mal à... Ils ont du mal à qu'est-ce qu'ils vont avoir en retour, en fait. Je reviens sur les teams, là, tu disais que t'étais à Andorre. Est-ce qu'après t'as encore changé de team? Après, je suis retourné à Orsatus. Pourquoi t'es retourné à Orsatus? Parce que on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Non, parce que à Orsatus, j'étais un peu arrivé au bout. J'avais l'impression, et puis j'étais plus dans le même groupe que mon coach habituel. Et j'avais un coach Greg avec qui j'étais toujours, et là j'étais plus avec. Donc bon, quand t'as pas le coach, un athlète tout seul, c'est zéro. Et quand j'y suis retourné, j'ai pu retourner avec Greg là. Ok. Donc j'ai fini jusqu'à ce que j'arrête, j'étais avec lui. T'étais avec eux. Ouais. Et donc pareil, donc quand c'est dans les teams, c'est eux qui organisent les stages, qui te proposent des stages. Ouais. C'est tous eux qui s'occupent de la logistique pour éviter aux athlètes d'avoir ce côté-là à s'occuper. C'est à double tranchant d'être dans une team aussi nombreux, parce que ça peut être des programmes qui te conviennent totalement ou des programmes qui te conviennent pas du tout. C'est le même programme pour tous après quand t'es sur piste? Ouais, t'as pas du tout un truc perso. T'as pas un truc perso, et on va dire, c'est un peu le problème du sport en général, quoi. Semi-haut niveau. C'est que pour percer, t'es limite en train de percer, mais l'entraînement est encore un peu archaïque. Merde, ah oui, donc t'as pas du tout un truc perso, on te dit, bah toi, ce qui te manque, je pense, on en parlera peut-être après, mais toi, justement, c'est en sortie de virage, bah tu réaccélères pas assez vite, donc on dit, on va travailler sortie de virage. Bah, ils vont faire des analyses perso, mais tu vois, le programme dans la journée, c'est le même. Okay. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui supporte les efforts longs, il peut s'entraîner les 5 heures de la matinée. Quelqu'un qui supporte pas les efforts longs, il va quand même s'entraîner 5 heures de la matinée. Donc t'es rincé, quoi. Donc, et si, imaginons, t'en fais moins, tu dis, bah non, moi, au bout de 2 heures, je suis rincé. T'es une quenelle. Le mec, t'es un branleur, pourquoi tu rentres? On a dit qu'on restait. Et en fait, c'est là où c'est archaïque.
c'est que peut-être que le mec, il arrête l'entraînement avant, parce qu'il sait que j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je suis rincé. Autant que j'aille rentrer, faire ma routine mobilité, manger, sieste, je pars en pré physique. Et demain, je serai meilleur. Quand tu fais du ski, donc à haut niveau, tu t'entraînes 2 fois par jour en ski en général dans ces stages? Ouais. C'est le matin en ski. Par exemple, aux Deux Alpes. Mais ça correspond à quoi une matinée de ski? Tu te fais combien de descentes? Tu fais 12-13 descentes. Ok, 12-13 descentes à fond? Tu fais 12-13 descentes d'entraînement dans les piquets, donc dans les slaloms ou les géants. Mais tu les fais pas à toute vitesse à chaque fois? Tu les fais pas à fond. Ouais, ok. T'as quand même des choses avec les coachs. Après, le coaching, il est personnalisé. C'est-à-dire, on analyse ce que toi tu fais. Ok, je pense qu'il faut que tu rentres moins ta hanche, que tu appuies plus sur ton pied extérieur et t'essayes de mettre les choses en place sur les skis. Donc, tu vois, il y a aussi cette partie mentale à toujours être concentré dans tes descentes parce que tu dois mettre les choses en place pendant que tu fais. Ok. C'est pas quelque chose que tu mets en place. Ouais, et puis tout de suite, c'est fait. Donc, faut que tu le mettes. Ok, 15e porte, là, t'as déclenché trop tôt, déclenche plus tard à la prochaine descente. Bon, bah, tu dois mettre en place. Et à chaque piste, il y a quelque chose à mettre en place. Donc là, t'as 12-13 descentes avec les piquets et t'as aussi d'autres descentes sans piquet, sans rien? Ouais, toujours, t'arrives là-haut, mobilité, tu te changes. Ok, donc là-haut avec le froid? Souvent, on a des restos. Ah, ok, donc tu te chauffes dans la salle de resto. Ouais, tu te chauffes, mobilité, balistique, ce que tu veux. Après, tu peux faire quelques descentes comme en athlétisme, ils ont leur gamme. Ouais, voilà, donc là, nous, on a nos gammes sur les skis. Un ski, 2 skis, à l'envers, à l'endroit. En vrai, tu fais ce que tu veux. Ok, donc là, pareil, là, t'avais quand même une main sur l'échauffement que tu voulais faire alors. Ouais. Ok. Et puis moi, du coup, j'avais mis en place mes routines d'échauffement, mes routines de mobilité, mon nombre de descentes de gamme. Voilà. Parce que j'étais quelqu'un qui supportait pas les efforts longs. Donc, et il fallait que je fasse comprendre aux entraîneurs. Mais t'avais pas de communication avec les entraîneurs? T'as une communication, mais... Ils t'écoutent pas, quoi. Tu passes plus pour un branleur, en fait. C'est ça qui est con. Alors que toi, t'es dans l'optique de bien faire, d'être peut-être pas efficace, peut-être efficient pour l'entraînement. Mais non, il faut être à cette heure-là, les gars. Il faut skier jusqu'à telle heure. La quantité. Ok, bon, bah, soit, tu vois. Au bout d'un moment, t'es obligé, t'es dans un groupe, donc tu t'adaptes aussi. Donc le matin, ils te font crever, en gros, pour toi. Et l'après-midi, tu peux remonter sur les skis aussi? Non, l'après-midi, c'est physique. Ah, le glacier, il ferme. Et c'est quoi physique? C'est que en salle de muscu? Donc, salle de muscu, moi, sur les glaciers, j'ai jamais eu. Donc tu faisais quoi alors? Donc, on a un peu de matos en extérieur. Soit c'était top. On avait un top. Bon, ça s'entend. Un peu plus adapté, on va dire. On avait toujours ce fameux poulet rôti en début. Ça, pour un haut niveau, c'est la base. Ouais, c'est ton échauffement, quoi. L'échauffement. On dit voilà, c'est un petit échauffement. Mais tu vois, pas du tout de mobilité. Ok. Ça, c'est... Mais t'as des gars, par exemple, qui sont vraiment archi raides, quoi, qui manquent vraiment de souplesse? Ah ouais. Ouais, vraiment. Des mecs qui sont... Ouais, c'est les collègues, mais... C'est des bouts de bois, quoi. Bon, moi, c'est des mecs que j'ai côtoyés, mais maintenant, là, si je les prends en coaching, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et puis, ils savent pas l'haltéro, ils savent pas... Ils arrivent pas à bouger, quoi. Ils sont un peu prisonniers de leur corps, tu veux dire? Ils savent skier, tu vois. C'est des skieurs. C'est des très bons skieurs. Mais à côté de ça, bah, l'été, ils vont faire du crossfit. Ok. Mais tu vois, il y a pas de logique, en fait. C'est qu'ils se disent pro sur les skis, mais à côté, ils font du crossfit. Après, moi, s'il y a quelqu'un qui apporte une étude, ok, le crossfit. Non, mais après, on en arrive contre le crossfit. Mais il faut dire que le crossfit, c'est une approche très généraliste. Et là, dans le niveau, c'est de la personnalisation, voilà. quand même. Et en fait, ça. Donc, ça peut être une très bonne base, mais ça reste une base qui est pas suffisante pour le haut niveau, la plupart du temps. Et tu vois, bon, notre prep, poulet rôti. Après, des fois, on avait un peu des haies, tu sais, un peu de tempo, jeu de jambes. Ça, c'était le top. Tu sais, ça remet un peu du jus. Ouais, bien sûr. C'est le dynamisme de la plio basse. Okay. Ça met du jus. Et par contre, des fois, on avait ces putains de montées. De montées. Des marches. C'est vrai? Des trucs qui durent 1h30. C'est vrai, t'avais des marches. Mais pourquoi vous faites faire des marches? Aérobie. Ouais, mais aérobie... Non, bah... Parce que je pourrais même pas t'expliquer. je pense que toutes les teams font ça. Après, c'est que je pense qu'ils prennent pas le contexte.
si on fait des marches en dehors du ski l'été, on est en stage de Voilà, stage pré voilà, là, ok. Le matin, bah, on soulève de la fonte, force vitesse, plio, machin, les trucs un peu qui vont taper un peu là-dedans. Et l'après, marche. Ouais, t'es hors saison, tu te Pourquoi dis, pas. bah voilà, t'es loin de l'échéance, c'est bon. On met du volume, la charge d'entraînement, pourquoi pas. Mais là, pour moi, sur les skis, il y a déjà de la charge, il y a déjà du volume le matin. Tu te lèves à 5 bars du matin. Ah, t'es obligé de te lever à 5h du mat? Et ouais. Parce que la neige, sinon, elles fond? Sinon, elles font. Ah, merde. Donc, tu te lèves à 5 heures du mat, tu rentres à midi 13h, tu fais une sieste, et après, on démarche. Ouais, t'es déjà mort, en fait. En fait, moi, même physiquement, si t'es bien, mentalement, t'es mort. Toi, t'aurais voulu faire quoi, alors, à la place? Juste contenter un peu de travail d'explosivité? Moi, si maintenant je prends un skieur, je me dis demain, je vais l'entraîner. J'interviens peut-être pas sur la partie ski parce que je suis pas assez pointu. Si j'interviens sur la partie physique, tu mets en place la mobilité le matin, le rouleau. L'après-midi, il rentre au repas, sieste 40 minutes. Il repart sur mobilité rouleau. Et puis, on alterne peut-être un jour jeu de jambes, un autre jour plio, un autre jour haltérophilie mais léger. C'est peut-être qu'il a peut-être des trucs à corriger. Est-ce que ça sert pour toi, le haut du corps en ski? Ouais. Le haut du corps, il doit être béton. Ok. Et donc tu préfères aussi de la muscu un peu du haut du corps, alors? Ouais. Des trucs cons, mais tu sais, des pal-off, mais des trucs dynamiques et des trucs qui mettent en mouvement du skieur. Donc la prépa physique, j'aime bien dire, tu prends le sportif dans son environnement et t'apportes de la salle, tu dois apporter de la contrainte dans les positions dans lesquelles il est dans son sport. Ok, donc toi t'aimes bien le spécifique, alors? Ouais. Il y a du spécifique qui est pas hyper non plus spécifique, mais qui va élargir sa zone de confort, en fait. Ouais, en gros, tu lui apportes plus de difficultés pour quand il est affaire à cet événement, dans son cerveau, il dit ok, j'ai déjà vu, Ouais, je peux réagir. résister. Ok. Et tu vois, la petite karatéka que j'entraîne, souvent elle se retrouve à des appuis à un pied, des sauts. Bah, on apporte des coussins de proprio, des trucs instables pour apporter de la difficulté. Parce que quand tu fais du ski, en fait, tu fais vraiment toujours le même mouvement, en fait, si je comprends bien. Quand t'es pro, t'es pas comme moi qui suis mauvais. En fait, ton geste, tu fais ton virage, t'es toujours dans la même position, pratiquement. Ouais. Enfin, il y a pas vraiment de variété dans le mouvement, quoi. Il y a une variété entre les skieurs, c'est morphologique. Ouais, mais entre toi et toi, Mais entre moi et moi, ça va toujours être à peu près le même style de ski. T'as vraiment ça. Après, c'est ce qui vient dans le ski, c'est que chacun a vraiment son style. Quand t'allais pas en stage l'hiver, tu faisais quoi alors? Prep physique. Que prep physique? Ouais, moi. Parce que là, je vois que t'as le vélo, tu faisais un peu de vélo aussi, non? Même Ouais, pas vélo, ça a toujours été. Mais vélo, tu faisais du long dessus? Ouais. Et là, justement, est-ce que tu sentais que ça te crève moins les cuisses? Tu vois, comme t'as pas les chocs ou pas? Ou... Ouais, mais dès que je passe les 100 bornes, moi, je suis sec. Ah, mais c'est beaucoup déjà 100 bornes. C'est déjà beaucoup, ça fait 4-5 heures sur un vélo. Ouais. Mais après, tu vois, par contre, sur des efforts, des petites montées, du fractionné, là, je peux mettre des watts. Ok. Là, j'adore. C'est là où je me fais le plus plaisir. Et j'avais vu une étude où les gens qui étaient plutôt efforts courts, forcément, ils prenaient plus de plaisir sur les efforts courts. Donc ça, c'est classique. Mais après, moi, dans mes dernières années, j'avais vraiment l'objectif de performer. Et je m'entraînais... si j'étais pas au ski, j'avais été 2 fois à la salle. Ok, t'allais 2 fois à la salle. Ouais, quand j'étais en cours, quand je passais le BP, j'allais à la salle avant les cours. Je me levais à 6h, 6h45, 7h, j'étais à la salle. 8h, 8h10, je me douchais, après j'allais en cours. Et quand on finissait les cours, 16h30, 17h, je retournais à la salle. Ah, bah, en plus, les cours étaient hyper éreintants, donc... Ouais. non, mais pour moi, c'est un mec de haut niveau, c'est pas forcément le mec qui finit top 10, top 1, top 30, top ce que tu veux. C'est un peu le mec qui va essayer de se comporter comme un mec qui va essayer. Tout à l'heure, tu parlais de tes perfs en muscu, donc t'as fait 202 au squat. Ouais. Est-ce que t'as d'autres perfs? 202, 120 au clean and jerk. Ok, ça à l'épaule jeté. Épaule jeté. Front squat 100. Ah, t'as dû faire 160, 170, un truc du style. Je sais plus exactement, je vais pas dire de conneries, mais ça m'est arrivé. Et soulevé de terre, tu faisais du soulevé de terre? Ouais, soulevé de terre 2,25. Ok, pas mal avec tes petits bras. Et après quoi d'autre? On a quoi d'autre en stade? Et est-ce que bench, tu faisais du 110. bench? 110? Ouais. Est-ce que t'étais tout fort aux tractions ou sur un tirage haut? Traction, je pouvais faire 4x15. Ok, ouais, donc t'étais assez bon. Et ton poids de forme, j'ai pu voir que c'était 75 kilos? Ouais. Pour 1m71. Ouais. Ils t'ont pas grandi comme les acteurs? Non. Non, c'est bon, c'est pas... 75, 76 kilos, je sais que
je suis plutôt en forme. Donc là, on arrive à tes deuxièmes Jeux Olympiques. Donc moi, je t'avais en cours. Donc t'étais plein d'ambition. Moi, j'avais lu les articles, les trucs comme ça. Ouais, ça devait être l'année. Voilà. J'avais mis plein de choses en place. Qu'est-ce que t'avais mis de plus en place? La prep physique. Donc là, la prep physique avec Mariano, c'était beaucoup plus sérieux, tu m'as dit? C'était beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus. Bah, il faudra que je revienne dessus. J'ai beaucoup de choses à dire. On y revient après. Beaucoup plus sérieux, structuré, logistiquement aussi. Il y avait un contact avec les coachs de ski. Donc là, t'avais beaucoup de coachs de ski? J'avais toujours Greg. Ok. Et un Italien, très bien. Et ils parlaient entre eux. Donc tu vois, là, on sortait un peu... Et là, il t'écoutait un peu plus aussi? Ouais. Tu vois, on sortait un peu du cadre. Mariano pouvait conseiller Greg et Greg appliquait. Et on a commencé à instaurer le truc. Ah ouais, peut-être que 7 descentes, c'est suffisant pour Mika. Et tu vois, j'ai fait 12 ans, moi, de ski. Ça arrivait au bout de 11 ans. Donc imagine le truc. Et tes performances s'amélioraient d'année en année dans les Coupes du Monde ou... Ça s'améliore, mais il n'y avait pas de gap énorme. C'est vraiment la dernière année. Où là, tu as senti que tu avais franchi un cap? Ouais, j'avais franchi un cap. Je skiais vite l'été. Et après, j'ai skié vite en Suède. Et après, là, en Suède, je me suis niqué le rein. Qu'est-ce qui s'est passé en Suède alors? Parce que moi, de ce que j'avais compris, t'as fait une chute de malade. Ouais. Donc, tu peux raconter un peu? Bon, en slalom, dernière manche. Ça a parti d'un truc con avec un pote, Matt, qui va faire le meilleur temps à la dernière manche. Tu vas envoyer un peu la sauce. Et erreur de trajectoire et j'ai enfourché. Et le bâton de ski s'est planté dans le sol et il m'a fait levier dans le ventre. Donc t'avais un trou dans le bide? Donc pas de trou dans le... Moi je me suis relevé. Ça a mis un bon KO. Et senti pas top, mais je m'étais déjà pété toutes les côtes du flanc gauche et même douleur. Cette douleur sourde. Ouais, un peu lancinante quand t'es là, putain. Et putain, j'ai pris un bon choc, casque fissuré et tout. Et je redescends en ski quand même. Et puis putain, je sens que ça va pas. Et puis je deviens un peu jaune. Mais vite, vite, je deviens jaune. Et puis à un moment, je commence à vouloir un peu tomber dans les pommes, ça va pas trop. Et puis à un moment, je vais pisser. Et là, que du sang. Oh putain. Et là, tu dis bon, bah, urgence, quoi. Ah ouais, et du sang, bien rouge, hein. Le truc qu'on tire, Ah là, tu flippes, là, alors. Et j'ai flippé. Et je me souviens, du coup, Greg qui me tenait dans les chiottes pour que j'aille pisser, j'arrivais pas trop à me tenir debout. Et là, je le regarde et j'ai dit, waouh. Là, c'est chaud. Et du coup, au même moment, il y avait l'ambulance qui arrivait. Donc direct, dose de morphine et tout. Et en fait, ce jour-là, il y avait trop de brouillard pour l'hélico. Donc il m'emmène dans l'ambulance. Mais sauf en Suède, le premier hôpital, il est 2 heures plus loin. Et les routes en Suède, à cette période, en novembre, c'est de la glace, c'est tout gondolé. Et j'étais dans l'ambulance, ça bougeait dans tous les sens. Ah, l'enfer. L'enfer. Et j'arrive là-bas, direct au bloc, ils me disent, bah, vous êtes perforé le rein. Oh putain. Là, je dis, what? Je dis, putain, ça peut arriver, ça. Et du coup, ils me disent, bon, bah, ça va se refaire, on va mettre un petit tuyau qui va faire la jonction, pas de problème. Il m'opère une première, et Greg m'accompagne à l'hôpital, on a rigolé 2-3 fois quand même à l'hôpital. Du coup, il y a une infirmière qui m'a mis un doigt dans le cul, tu vois, pour voir si on saigne ou pas. Ça surprend un peu quand même. Et il loupe la première opération. Comment ça, il loupe? Bah, le gars, en gros, il devait viser le rein, il a loupé, machin, enfin, bordel. Et du coup, il m'envoie en jet dans un autre hôpital universitaire en Suède, plus loin. Et j'arrive là-bas, pas de papier. J'avais rien. Et du coup, déjà, bordel, tu sais, pour retrouver les papiers, machin, pour l'assurance. Et là, il m'opère 2 fois, donc ils réussissent. Et à la deuxième fois, ils me disent, putain, bah, on va vous garder encore septicémie. Oh putain. Et là, je me dis, mais... Oh, et le gars, il me dit, bon, bah, là, c'est... C'était à combien de temps des jeux, ça? C'était, novembre, décembre, 2 mois. 2 mois et demi, ouais. Et le gars, il me dit, bon, bah, monsieur, septicémie, mais là, c'est chaud, on l'a pas vu avant. Et j'étais là... C'est quoi une septicémie? C'est infection du sang. En fait, vu que le rein, il s'est perforé, j'ai eu l'urine mélangée au sang.
Ok. Donc t'imagines, l'urine, tu sais, il y a plein de merde. Ah ouais? Et mélangé au sang. Et vu que j'étais fatigué, pas mangé, pas bu, bah t'es au bout de ta vie en fait. Et septicémie, et là ils me disent, bah monsieur, on va vous garder un paquet de temps parce que vous avez canné quoi. T'avais comme un rein qui marchait. Ouais, un rein qui marchait. Mais il m'avait mis une poche. Ok. Parce qu'il fallait plus que rien passe par les voies basses quoi. Du coup il m'avait mis une poche. Donc tu te réveilles de l'opération, tout le monde part un peu anglais suédois. Tu te réveilles avec une sonde urinaire et une poche de sang. Putain. T'es pas bien. Et du coup septicémie, il me garde. Et j'ai la famille qui vient me chercher là-haut. Et tu vois, je pouvais même pas marcher. J'étais en fauteuil roulant. Je me souviens, il y a un souvenir, je vais au resto avec eux dans l'hôpital et je m'endormais à table. Tu sais, j'étais tellement défoncé que est-ce que tu t'attendais à avoir une grosse blessure en ski? Parce que moi, de ce que je vois extérieurement, il y a déjà eu des morts, tu vois, je vois des chutes, ou il y a des morts. Vraiment, ça va vite, ou des gens, putain, ils s'explosent les genoux, ils finissent paralysés. T'y penses pas. En fait, après, bah, tu vois, comme en vélo, c'est plus ça va vite, plus tu kiffes. Donc t'es complètement déconnecté de ce truc. Et là, moi, la chute en Suède, elle m'a... Après, je flippais. Tu sais, j'ai eu tellement la douleur. Après, bah, tu vois, la famille qui est pas bien. Puis t'as mis un moment avant d'être bien, parce que moi, je me souviens, en cours, tu venais avec ta poche. Ouais, j'ai gardé la poche un mois encore. Donc, tu vois, j'ai repris la prep physique avec la poche de pisse. Et tu vois, ça te met quand même mentalement, t'es pas au top. Et quand j'ai repris le ski, en slalom, la discipline où je me suis blessé, bah, tu vois, beaucoup d'appréhension. T'avais pu te lâcher? Bah, je chantais un peu les virages. Tu sais, j'allais pas au bout de la courbe pour tailler le virage. Je dérapais et j'allais dans le virage. Après, par contre, en géant, j'envoyais. Ça allait en géant. En géant, j'avais jamais aussi bien skié de ma vie. Mais en slalom, par contre, j'étais quenelle. Parce que moi, quand t'as eu la blessure, moi, je me suis dit, bah, les JO, c'est mort. Bah, tu vois, j'avais dû dire en rigolant, je dis, putain, t'es sûr de vouloir y aller et tout? Non, bah, les JO, du coup, à l'hôpital, ils m'ont dit, bah, monsieur, là, c'est cuit, quoi. J'ai dit, putain, fais chier, je pensais que ça allait être moi, c'était sûr, c'était ma dernière année, je pense. Et je me dis, putain, fais chier, quoi. Et puis, je me refais opérer 2 fois en France. Et ils me disent, ouais, c'est nickel. Et là, ils font quoi comme opération, alors? Du coup, ils m'ont mis un petit tuyau, carbone, quoi, pour remettre droit le rein, l'urtère. Ok. Ça a nickel marché, bien récupéré. Après, dernière opération, du coup, pour enlever le tuyau et que le rein marche naturellement par lui-même. Et puis... et là, ça remarche? Ouais. Là, maintenant, nickel. Il y a juste une partie, du coup, qui est nécrosée. Ok. Parce qu'il n'a pas été irrigué en sang pendant un court moment. Ah ouais, donc un fractus rénal. Du coup, il y a une partie qui est morte. Et ça, faut vérifier avec un scanner avec liquide de contraste. Ils voient si ça marche pas. Et il faut pas que ça devienne cancéreux. Ok. Donc ça... Et bon, tout se passe bien, ils me disent bah vous pouvez reprendre l'entraînement et tout. Là, j'ai repris l'entraînement, physiquement, j'étais au top. Les mecs m'avaient bourré de produits. Donc sentais rien quoi. Donc j'étais au top, tramadol, machin, franchement, t'es une machine. T'es une machine. Et puis quand tu te blesses au rein, t'as une baisse de testo. Du coup, ils te remettent un peu de testo. Donc si tu t'entraînes, t'es une machine. T'es une machine. Mais franchement, j'ai récupéré assez vite. Je suis arrivé au JO. Donc tu pensais au JO vraiment cartonné, surtout sur le géant? Ouais. Et quand j'étais au départ du géant, je me suis dit là, tu vois, j'étais en confiance. Pourtant, un mois et demi avant, j'étais au fond du trou. Et alors, comment ça se passe? Le géant, plutôt bien. Plutôt bien. Après, les conditions, c'était vraiment de la merde. Là, c'était C'était à Pékin? Ouais, en Chine. Et comparé à Pyeongchang, c'était comment l'organisation? Ça se vaut? Ouais, c'est pareil. C'est pareil, tu vois pas de différence? Non, pas de différence. Puis, en fait, c'est pas des pays qui ont la culture du ski, donc y a personne. C'est vrai, y a personne? Ah, tu skis devant 500 personnes. Ah merde, c'est pas du tout ce que t'imagines. Ah alors. ouais, non, y a pas... Quand t'as jamais fait les jeux, tu t'imagines, putain, la foule, putain, en délire. Y a pas 40 000 personnes, t'arrives en bas... T'as 500 personnes, mais c'est des entraîneurs, et puis les parents. Ouais, voilà. Limite. Les Chinois, tu vois, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils aiment, c'est tir à l'arc. Non, mais tu vois, c'est... Et du coup, je finis 31e.
Ok, donc bien pour toi. Donc j'étais content, j'aurais aimé faire top 30. Et je crois que je le loupe à 2 centièmes. Tu sais, sur 2 minutes 50 d'effort, 2 centièmes. Ouais, c'est rien, Bon, quoi. après, c'est comme ça. Mais franchement, bonne manche. J'étais content. Content, et puis je pensais pas y être. Donc faut prendre ce qu'il y a à prendre, de toute façon. Et slalom, super bien skié. Tu vois, j'ai pas du tout pensé à la blessure, pas du tout assuré. Tu vois, j'y suis allé à fond, et j'ai enfourché. Ah merde. Mais franchement, j'étais content. Tu fais combien en slalom? Bah, je sors. Ah merde. Je sors, mais je me suis dit, putain, et ça m'a redonné envie d'aller plus loin, de refaire une saison presque. Et je m'étais dit, putain, là, ça vaut peut-être le coup de repartir. Et je rentre en France, une semaine de vacances, et rupture complète des 3 ligaments de la cheville. Ah putain, tu t'es fait la cheville. Ah putain, là, en faisant quoi, en marchant? En jouant au badminton avec des potes. Ah merde, ouais, un peu violent, et t'étais fatigué, et putain. Et avec tous les cachetons, tu sentais, ça se trouve que t'avais déjà mal, mais tu sentais rien. Et là, je dis, putain, c'est pas vrai. Et du coup, bah, rupture complète. Putain, et donc ils ont fait quoi? Ils ont opéré et ou quoi? donc, ils me disent, bah, on opère, mais c'est 8 mois, quoi. Ah, je dis, putain, je repars pour 8 mois. Et il me dit, sinon, on n'opère pas, mais le sport, c'est chaud, quoi. Et j'ai dit, bah, opérez pas, et puis T'as fait de la rééduque. et puis, j'ai opéré pas, je vais faire ma prep, je continue à m'entraîner, ça va se réparer, je vais pouvoir reskier. Et puis, quand même cogiter avec les blessures, machin. Parce que là, t'as eu la cheville, t'as eu le rein, tu me dis que t'as eu les côtes, t'as eu d'autres blessures? Est-ce que t'as eu les genoux comme tous les skieurs ou Non, pas? non, T'as pas eu les genoux? non. Je pense peut-être parce que je me suis bien préparé, mais jamais les genoux. Les ménisques. T'as eu tous les ménisques? Les ménisques, ils sont fissurés, mais je les ai pas fait opérer. Et t'as pas mal? Non. Infiltration, et ça passe. Ok. L'infiltration, c'est très bien comparé à ce qu'on pense. Ouais, mais moi j'avais eu ça pour le genou gauche à 17 ans, je m'étais fait le ménisque externe à gauche, Ouais. et il m'avait infiltré quelques mois après, et depuis plus rien, tu vois, ça fait, non. ça fait 20 ans. Tout le monde a un peu peur, mais moi je le conseille des fois, hein, de demander l'avis au médecin. Mais après, ouais, ça m'a refroidi en fait, les blessures. Je me suis dit, putain, Mais surtout que t'as quel âge là, Micha? 25. Ah ouais, donc t'as... J'ai 25 ans. T'es dit le rein, la cheville, tu dis putain, ça va ou quoi? Je me suis dit, fait chier. J'étais reparti dans l'optique pour skier, et puis petit à petit, je me suis dit, waouh. Mais tu disais tout à l'heure que, justement, tu disais que c'était ta dernière année, tu vois, avant de penser aux blessures. Ouais. Pourquoi tu pensais que ce serait ta dernière année? Bah, je sentais que j'étais arrivé au bout. Je m'étais entraîné à fond. Le ski, je le faisais à fond aussi. Et je sentais que j'arrivais pas à passer, le cap. Donc, Est-ce que quand t'es dans le top 10 mondial, tu peux vraiment vivre du ski avec les sponsors, tout ça, facilement? Top 30. Top 30, tu vis? Top 30, tu vis. Ok, donc merde, il te manquait 2 places, quoi. Top 30, tu vis, mais, tu vois, moi, il me manquait un truc. Et il me manquait un petit truc, Mais est-ce que quand t'es comme ça skieur, t'es jamais chez toi, tout ça? T'as quand même une vie sociale, tu vois, en dehors. Imagine, t'es sur Annecy, donc nous, on est proche d'Annecy. Ouais. Est-ce que t'es là, ok, t'es pas en stage, tout ça? Est-ce que tu peux quand même sortir, ou? Bon, moi, je sortais plus. Donc t'es coupé de tout, alors. L'été, je faisais ma prep physique. L'été, je faisais ma prep, j'avais mes gamelles, c'était vraiment, T'étais un des seuls qui mangeait ça, de toute façon, en cours. des fois, mais après, ça m'arrivait un plat de pâtes. Oui. Mais j'essayais tu vois, ce poids de forme, 75, 76, fallait que j'y reste. On faisait le pourcentage de masse musculaire, fallait que j'y reste aussi. Ok, donc là, ce coup-ci, c'était plus pro, mais tout à l'heure, tu disais qu'au début, il y avait pas de pourcentage. Ouais. Là, avec Mariano, tu faisais mis... plus de trucs, Ouais. Les pesées et tout, on avait mis aussi. Donc, tu vois, on essayait d'être pro. Mais après, tu vois, dans mon année, même si j'ai pas fini top mondial, je me suis senti bien. Ce que j'ai fait au JO, j'ai kiffé. Ça m'a convenu, tu vois, malgré la blessure. Après, voilà, tu vois, quand je parle du ski ou aujourd'hui, tu vois, ça me manque pas. T'as pas skié cet hiver? Non. T'avais pas envie, Pas envie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de skieurs aussi qui deviennent moniteurs. Mais tu vois, moi, j'ai toujours aimé le ski de compétition pour moi. Mais l'enseigner, demander à un autre, tu vois, ça m'intéresse pas. Et tu vois, la muscu, la préparation physique, j'adorais pratiquer la muscu et la prépa physique pour être performant sur le ski. Mais pour moi, en perso, avoir un pec ou un dos énorme, c'est pas... Ouais, ça te parlait pas trop, ouais. Ça me parle pas. Après, être en bonne santé, se tenir bien et tout, ça me parle.
Mais avoir maintenant tout de suite un squat à 200, ça va pas me parler. Et ça te parle plus du tout, ça? Non. Mais la dernière fois, tu me disais que tu voulais te mettre un peu au triathlon, mais finalement, avec ton rein, ça te gênait un peu pour nager. Ouais, bah, avec le rein, tu vois, j'ai toujours des douleurs intercostales. Et du coup, tous les mouvements de rotation, bah, tu vois, ils me coupent la respiration. Et lever le bras là-haut, tu vois, c'est pareil, ça me fait mal. Donc là, tu fais plus du vélo, de la course à pied, en plus de la muscu? Ouais, vélo, course à pied, et puis je reste un peu sur du renfort bas de corps, essentiellement. Tu fais pas le haut? Pas trop le haut. Moi, l'esthétique, je le laisse aux autres. Mais non, après, le but, c'est de... Tu vois, moi, tant que j'ai pas de douleur ailleurs, ça me va. Là, aujourd'hui, donc t'as ouvert ta salle, ça fait presque un an? Ouais. Presque un an. Qu'est-ce qui fait que t'as ouvert ta salle? Bah, les coachings. Au début, j'avais un pote qui me prêtait un garage. Ok. On était 2, 3, 4. Après, un peu plus nombreux, c'était un peu petit. Et j'ai rencontré ma nana à l'école, qui faisait aussi des coachings dans une autre salle. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas ouvrir un truc? Et puis, tu vois, ça marche nickel. Et puis, tu vois, en fait, je me rends compte que je suis meilleur à transmettre qu'à pratiquer. Et tu vois, je reviens sur Mariano, tu vois, qui a des diplômes en chier contre les murs, tu vois, je sais pas combien de diplômes. Mais tu vois, ce côté transmettre et humain, bah, il l'a pas du tout. Il était très pro, mais tu veux dire, il y avait pas ce côté manager, feeling. Ouais, voilà. Et tu vois, même si je pense un mec a 1000 connaissances, s'il sait pas les transmettre à son athlète, bah, à un moment, il y aura une rupture, tu vois. Ah, mais c'est ce que, je sais pas les premiers cours que je vous donne à chaque fois, chaque année. Donc, à Sport Léman, où maintenant, on enseigne en tant que collègue. Ouais. Et, je leur dis, tu peux avoir toutes les connaissances du monde, mais si tu sais pas transmettre la pédagogie, si tu sais pas, ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Je dis vraiment, on le voit bien. C'est zéro, ou t'appliques sur le moment. Mais les gens vont pas rester parce qu'ils vont pas accrocher. Ouais, ouais. Et tu vois, bon, moi, j'ai fait mon année d'école. Après, ça fait 1 an que je travaille. Mais déjà, je pense du côté humain, transmettre avec mes sportifs, je me considère bon. Après, bah, je suis toujours à la recherche de formation. Et est-ce que t'as des formations qui te font un peu de l'œil? J'aimerais bien passer un DU. Ok, tu sais où? Peut-être Montpellier. Après, j'ai vu aussi un BEGEPS et DGEGEPS. Un DEGEPS, ouais. Ouais, pour essayer d'aller un peu plus à haut niveau. Mais c'est plus pour les connaissances perso. Après, en France, moi, ce qui me dérange un peu, c'est les méthodes d'enseignement. J'aime bien les façons américaines et tout. C'est quoi pour toi les différences? Bah, tu vois, façon américaine, on est beaucoup plus fonctionnel, je trouve. Contexte de la personne. Et en France, on va appliquer bête et méchant, pourcentage, rep, sans prendre en compte le reste, quoi. Donc ça, un peu, c'est bien, mais ça a ses limites, je pense. Tu vois, aux États-Unis, on peut voir des personnes âgées de 70 ans faire de l'haltérophilie. En France... en France, c'est rare. Mais après, toi, là, qui coach maintenant, ta salle, tu vois aussi, comme tu disais, avec les sportifs, t'as dit dans le podcast, peut-être on en a parlé avant, des fois, les gens, ils arrivent, tu vois, ils ont déjà 25, 30 ans, 35 ans, et tu te dis, oh putain, tu dis, je peux rien faire avec eux, en fait. Ouais. Tu dis, l'haltéro, bah, c'est mort. Tu dis, bah, déjà, tu vois, t'as acheté une machine pour faire du squat. Ouais, parce que tu te dis, putain, le squat classique, c'est compliqué. Mort. Donc, tu te dis, bon, finalement, T'es un peu limité. Et, bah, c'est frustrant. Après, forcément, ça te permet de les voir évoluer, sur vers le mieux. Amplitude, vers le mieux, parce que ils sont déjà en bas. Faut pas aller plus en bas. Mais après, en France, c'est ce qui manque, c'est cette culture. C'est un peu en France, on dit tout le monde fait du CrossFit, ils pratiquent du CrossFit, mais ils s'entraînent pas pour le CrossFit. Et ben, en France, dans tous les sports, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Ils font du ski, ils font de l'aviron, ils font n'importe quel sport. Ils s'entraînent pour ce sport, mais ils vont pas. Pas avoir la culture athlétique globale, tu veux dire. Ouais, à côté, ils vont rien faire. Tu vois, bon, allez, on va faire 18 heures d'aviron aujourd'hui. Et puis à la salle, par contre, c'est pas grand, c'est moins développé. Après, moi, c'est un truc que j'avais remarqué dans le kayak, où je disais des fois des athlètes que j'ai pu côtoyer. Je pense que là,
peux faire sauter une séance de kayak et puis justement faire de la mobilité ou faire de l'explo ou faire autre chose, tu vois, un truc vraiment que t'as jamais fait, parce que je pense que t'es au bout du truc. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui manque. C'est des fois on se dit que c'est comme tu dis au ski, la quantité. Non, c'est clair. Et des fois tu te dis mais écoute, ça fait 10 ans que tu fais, c'est pas une séance d'aviron, de ski, de kayak, de n'importe quel sport en plus qui va te faire progresser. Mais peut-être que c'est le truc que t'as jamais fait qui fait que justement là tu vas aller un peu plus loin, tu vois. Après, ce qui est compliqué, c'est le regard aussi des autres dans le haut niveau. Si tout le monde se lève, qui part à l'entraînement, toi tu te lèves pas, bah tu passes pour une quenelle, tu vois. Après, c'est la cohésion aussi du groupe. Les gens, ce qui est compliqué, c'est de pas regarder les autres, se concentrer sur soi-même, mais c'est compliqué aussi. Ouais, après, moi, ce que j'ai l'impression qui est dur aussi, c'est que quand t'es dans un groupe, tu vois, t'es suiveur. Même si t'as ton propre planning, t'as ton truc perso, mais à un moment, si t'as pas un vrai staff autour de toi, comme tu parlais de Hirscher tout à l'heure, qui a 12 personnes, soit t'as juste un entraîneur et qui s'occupe aussi d'autres personnes en même temps, en fait, t'as pas assez de ressources autour de toi. Ouais, c'est ça. Parce que, comme tu le sais, je pense que tu parlais de la vie sociale tout à l'heure, t'es obligé d'avoir du monde un peu autour de toi. Donc si t'as pas le groupe d'entraînement, t'es tout seul, ton entraîneur, des fois il est avec là, donc en fait t'es tout seul à t'entraîner. En fait, donc t'es roulé un peu. T'as pas de structure, en fait. Et encore, comment je fais alors pour être champion, si c'est pas la structure? Bah, faudrait qu'en France, déjà, dans les écoles, il y ait une base athlétique. Des fois, on voit des vidéos, j'aime bien le centre Exos, ou aux Pays-Bas, Papendal. C'est les centres Papendal, c'est le centre olympique des Pays-Bas. Les gamins, 13, 14 ans, ils font déjà des squats profonds avec des PVC. Travail de mobilité, contrôle moteur d'aller en bas et de remonter. Pas faire des rebonds sur les genoux comme CrossFit. Et ça, faut que ça s'apprenne. Bien sûr, Sinon, les mecs, ils arrivent à 25 ans, bah, c'est trop tard, en fait. Bien sûr. Ils sont au max de ce qu'ils peuvent faire au foot, ou au karaté. Ou n'importe quel sport. 25 ans, c'est le top, normalement. Ils sont au top de leur sport, mais ils ont trop de lacunes physiques. Et ils sont niqués. Et pour les rattraper, ces lacunes physiques, toi, c'est le début où tu coaches, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est très difficile, en fait, de les rattraper. Parce qu'en fait, ça nécessite tellement de temps. Tout à l'heure, on se marrait, de la réhab que j'avais dû faire pour mon épaule, à 45 minutes par jour. En fait, moi, c'est possible parce que c'est mon boulot. Mais pour la plupart des gens, si tu dois apprendre à faire un squat, et qu'en fait, t'es bloqué, t'es même pas là parallèle sans rien, en fait, tu peux plus t'entraîner pour le faire. Et au final, tu fais autre chose. Puis souvent, les sportifs de haut niveau, ils ont un métier aussi, ils ont pas forcément le budget pour avoir toute la structure. Il y a plusieurs composantes aussi. Mais je pense qu'on peut améliorer ça en apportant plus jeune. Bien sûr, en ayant les bases dès le début. Ouais. Mais je sais pas toi, mais donc t'as 10 ans, on a une génération d'écart. Moi déjà à l'école, on faisait pas beaucoup de sport. Toi, j'imagine que c'était peut-être encore moins que moi. C'était arriéré, enfin tu vois, course à pied, cross. Ouais, et handball. C'était léger quoi. Mais en même temps, dans ma classe, je sais pas toi, mais moi la plupart ils voulaient pas faire de sport. Tu sais quand fallait courir, les mecs ils couraient pas, ou ils marchaient, ou ils faisaient pas, tu vois. Ouais, après moi j'ai toujours été bon en sport. Le cancre. Ouais. Ça, maintenant tu fais quoi avec du sport dans ta vie? Et tu vois, en France c'est un peu ça, tu fais du sport jeune, mais ils te disent direct que tu vas rien faire. Alors que t'es aux États-Unis, tu fais du sport jeune, t'es la star du lycée, la star de l'université, et tu peux faire les deux, études et sport aux États-Unis. En France, t'as mauvaise réputation. Tu passes pour un cancre. Mais bien sûr, tu passes pour un type qui est moins, qui va pas réussir. Alors que, on voit que, tu vois, même toi, si t'as pas atteint le top 30, t'as quand même été à haut niveau, tu vois, t'as pu quand même en vivre, quoi. Ouais, tu vois, c'est pas facile. Tu t'achètes pas de Ferrari, quoi, à la fin de l'hiver. Mais tu vivotes, quoi. Après, ça suffit, parce qu'après, t'as un seul objectif. Tu fais tout pour. Même si tu claques toute ta thune dedans, ça te va. Mais c'est sûr, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Puis le ski, c'est un sport d'autant plus coûteux que l'athlétisme. Bien Donc, sûr. le foot, une licence à 300 balles, 2 paires de crampons, 300 balles. Ça t'a coûté 600 balles. Le ski, c'est pas ça. Si j'ai bien compris, t'as mis 12 ans à atteindre ton meilleur niveau, c'est ça? Ouais, 12 ans et tu vois, avec des choses pas parfaites. Que t'es tout le temps en train de rectifier, que tu fais des choix d'entraîneur qui sont pas bons. Mais à la fin, ça te permet aussi d'apprendre peut-être qu'il fallait peut-être pas faire ça. Est-ce que, toi, j'allais te poser la question un peu pour conclure, qu'est-ce qui t'a manqué pour être genre top 10 mondial? Parce que tu vois, on parlait un peu de l'encadrement, mais est-ce que tu penses que physiquement il te manquait des choses
Est-ce que les skieurs font ta taille ou ils sont plus grands? C'est un peu plus grand. Après, je pense moi, je marche bien quand il y a une vraie structure. Quand c'est vraiment encadré. Donc t'aurais dû être autrichien, quoi. Ouais. On m'aurait dit, non, là, tu peux pas sortir de ce cadre de travail. Non, là, tu peux pas. Tu vois, avoir vraiment un truc, peut-être être toute l'année avec les coachs, avec le prépa physique. Peut-être je me dis toujours, ça me serait bien allé. Mais ça a pas été le cas. Donc, bah, tu fais avec. Mais, après, peut-être à la fin, tu vois, un coach, quand j'ai décidé d'arrêter, il y aurait peut-être eu quelqu'un qui m'avait dit, allez, faut y croire. Tu vois, un peu poussé, j'y serais peut-être allé. Mais, quand tu rentres dans une team, est-ce que il y a quand même une sélection à l'entrée? Là, maintenant, ils sont obligés de sélectionner parce qu'ils sont Mais avant, il n'y a pas de sélection? Non. C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer, peu importe son potentiel et son niveau? Alors, statut, avant, tout le monde pouvait rentrer. Ok, ouais, donc ça, c'est aussi un frein, Voilà, donc, en fait, tu te retrouves avec des mecs qui en font 70% en moins que toi. Bah. Ouais, ça te tire pas vers le haut. En fait, ça te tire pas vers le haut. Et ça, c'est un truc limitant. Il faut toujours s'entraîner avec des mecs meilleurs que toi pour que ça te tire vers le haut. Que ça soit en physique ou en ski, faut que le mec soit meilleur que toi à côté. Et tu vois, en physique, j'étais arrivé un peu dans ma salle, il y avait personne ouais, pour te tirer plus, quoi. pour me tirer plus, ou celui qui me tirait, c'était que la voix du coach. Mais du coup, tu restes un peu sur ce que tu sais faire. Tu vois, genre, tu fais du clean and jerk, s'il y a pas quelqu'un à côté qui charge plus, tu vas pas charger plus. Et ça, tu vois, à Annecy, y a pas un truc, un centre. Ouais, je réfléchis, mais ouais, Annecy, après, c'est une ville où beaucoup de gens font des sports, du vélo, de la course à pied, de la natation, tu vois, triathlon, font des randos, il y a des grosses randos. C'est pas du tout orienté sport en salle, quoi. Non, c'est clair. Non, après, c'est dommage parce que la région, elle a quand même beaucoup de sports bien sûr autres. Tu vois, le foot, le ski, tous les sports d'hiver, où les mecs, je pense qu'ils ont besoin. Et, ouais, mais y a pas... Et après, moi, ce qui me fait vraiment chier, c'est de voir tous les mecs, quand même à haut niveau, qui sont à la Fédé, faire des stages CrossFit. T'as une dent contre le CrossFit. Ah, bah, non, mais le CrossFit, donc j'interview, dans quelques jours, je t'ai dit, mon pote Florent Paillasson, ouais. Qui est coach à CrossFit Genas, qui a la programmation Fit Process. Il y a, comme dans tout, il y a le CrossFit pour monsieur, madame, tout le monde, voilà, qui est souvent, moi, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, commercial, voilà, ça n'engage que moi, qui est pas vraiment orienté vers la profession, mais qui fait bouger les gens, c'est-à-dire ce mérite-là. Et après, t'as le CrossFit des compétiteurs, où là, on s'entraîne pour être bon au CrossFit. On fait du CrossFit, mais on s'entraîne aussi pour être bon au CrossFit, et l'entraînement est complètement différent. Mais ça reste pour être bon au CrossFit en compétition. Bien sûr. Après, tu vois, dans... Bien sûr. C'est pas J'ai vu la story de... je sais plus qui c'était. Voilà. C'est comme ça. Le gars va au CrossFit, ou la meuf va au CrossFit tous les jours. Mais... Oui, pourquoi? Pourquoi? Pour faire du cardio. Ouais. Mais son sport, c'est pas du cardio. Tu sais, c'est pas une fille qui fait du... Bien sûr. Alors après... Mais t'as l'émulation du CrossFit. En fait, moi, je pense que beaucoup y vont parce que c'est un peu fourre-tout. Donc tu dis, bah tiens, je fais un peu de tout. Ça me fait une base. Complet. Après, pourquoi pas? T'es jeune. Voilà, une période de l'année. Il faut des bases. Bien sûr. Mais après, tu vois, un athlète, j'y vais, ok. Un athlète, vas-y, tous les mercredis, l'esprit de compétition, te surpasser, le cardio, pourquoi pas? Mais le reste de la semaine, entraîne-toi en conséquence de ton sport. Bien sûr, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Mais après, voilà, c'est... il y a plusieurs études, hein, le taux de blessures dans le CrossFit. Ouais, ça avait été un peu revu parce que après, c'est dès que tu fais un sport, de toute façon... intense. Ouais. Si il y a des gens qui veulent venir à la salle ou te contacter, c'est quoi ton compte Instagram? Functional and Power Gym. Functional and Power Gym. Ouais. Ok, donc c'est sur Instagram. Functional, tu l'écris pas fonctionnal, tu l'écris FUN. FUN, voilà. Ouais. Ça. Sur ton compte perso, tu mets rien? Sur mon compte perso, je mets un peu les entraînements, quelques stories. Donc c'est quoi? C'est Misha-poète. Poète, parce que t'es un poète aussi. Ouais, c'est ça. Non, et puis toi, nous ici, on a un peu on veut faire un centre physique avec des kinés, des médecins du sport, vraiment pour essayer de faire une prise en charge rapide avec les sportifs. Voilà, ce que t'as pas eu toi. Ce qu'on n'a pas eu en fait. Et ce que les sportifs n'ont pas en ce moment ainsi. Toi, tu veux prendre un rendez-vous échographie. Ah oui, t'es roulé. C'est trop. Moi, j'avais réfléchi même à acheter la machine. Tu sais, quand j'allais dans les colloques de kiné, il y avait des formations et tu pouvais acheter la machine ensuite. Bon, c'était 10 000 et quelques euros.
Mais bon, j'étais pas assez motivé, parce qu'après, il faut que t'en fasses plein. C'est un boulot, hein, de lire une échographie. Ouais. Hein. Faut vraiment que t'en fasses des milliers. Et je me suis dit, bah tiens, pour les gars de la salle, comme les gens, ils ont toujours mal partout, moi, je leur fais l'écho direct. Mais tu vois, avoir un échographe sur place, imagine sur place, t'as la prep physique, la muscu, le kiné, le médecin du sport, le masseur sportif. Les mecs, ils peuvent pas rêver. Enfin, tu vois, il vient s'entraîner. Ah putain, l'épaule, ça tire. Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est osseux? Bah. Bon, tu regardes tout de suite avec l'écho, si c'est musculaire ou tendineux. Et là, maintenant, à Annecy, des fois, tu orientes tes gars. On va faire une écho, mais c'est 3 mois. Ouais, bah, tu fais quoi pendant 3 mois? Bah, faut que t'aies du réseau, Micha. Moi, j'ai un peu de réseau, si tu veux. Ouais, mais là, si je demande, c'est du jour au lendemain. Mais je donne pas le réseau. Ouais, ils sont obligés d'aller à Salanches. Putain. Ça fait chier. Ouais. Et bon, mais c'est un peu le problème, quoi. Bon, Micha, c'est la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Venez chez moi. Allez, sur ce. Pour être en forme. Merci à tous ceux qui ont écouté. Puis n'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez. Puis nous, on se retrouve de toute façon bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous remercie d'avance de m'aider à faire grandir ce podcast en me suggérant des invités, voire en me mettant en relation, mais aussi en le partageant sur les réseaux sociaux et en laissant des notes et commentaires sur les applications de podcast, notamment sur Apple Podcasts et sur Spotify. Merci encore et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, bon entraînement.